En fait, un sujet dont j'aimerais parler, c'est l'évolution actuelle de la société qui va toujours vers en fait plus de contrôle social, plus de normalisation des comportements, plus de volonté de prévoir ce qui va se passer et de pouvoir contrôler ce qui se passe réellement. Et bon, alors c'est comme si on avait une évolution. Il y a des aspects positifs, c'est-à-dire de recherche de transparence, de recherche bon, disons, d'honnêteté des gens, entre guillemets, c'est-à-dire de respect, de bonne citoyenneté. Il y a le souci aussi d'être plus efficace et de savoir exactement comment les choses marchent et quand est-ce qu'elles marchent bien, quand est-ce qu'elles marchent moins bien. Au niveau des entreprises, il y a tout un ensemble de processus de traçabilité, de transparence, de contrôle qualité, d'amélioration qualité, etc. Tout ça, bon, c'est des choses qui améliorent, disons, la productivité économique et sociale. Et en même temps, il y a des dangers considérables dans la manière dont c'est mené. Et je pense, et ça j'aimerais en parler avec toi, échanger avec toi, c'est tout ce qui concerne, quelquefois, ça va en fait, pour chercher à être très responsable, en fait, on a une déresponsabilisation qui s'opère. Il y a un mouvement paradoxal où les gens vont normaliser leur comportement et en même temps, en normalisant leur comportement, c'est leur responsabilité d'être conforme. Ben, elle diminue. Et la responsabilité diminue. Ils se déresponsabilisent par plein de choses. Ça. En fait, on a un concept, on pourrait aussi le transférer à un concept familial, hein, parents-enfants. Ouais. Dès que tu as des parents qui reprennent la responsabilité totale envers les enfants, tu as des enfants qui sont complètement démunis en fait, de responsabilité. Donc c'est à peu près pour moi une même logique, hein, une logique où tu as des parents qui s'occupent très fortement de leurs enfants, qui essayent de tout bien faire, de s'occuper de leur futur, du présent, de l'éducation, de tout. Mais bon, on le voit dans l'environnement familial. Hein. Si tu as des parents qui sont vraiment des super parents qui s'occupent de tout, souvent tu as des enfants qui sont pas vraiment responsables de leur vie et qui sont même pas capables de faire des choix. Pourquoi ? Parce que les parents l'ont déjà fait. Oui. Et alors, c'est assez. On a les mêmes paradoxes en entreprise. On parle maintenant de plus en plus d'agilité organisationnelle, c'est-à-dire où on demande aux gens d'être plus autonomes, plus responsables, de faire toute une partie, d'assumer toute une responsabilité, des responsabilités qui étaient celles des managers, en aplatissant la ligne hiérarchique avec moins de managers, etc., de prendre des risques, de sortir de leur cadre établi, etc., etc. En fait, avec les soucis de faire en sorte que la décision soit le plus près possible du terrain, du client, etc., et que les gens, finalement, se développent en ayant plus de responsabilités. Et au même moment, on a un mouvement qui est d'hyper-contrôle, de plus de contrôle encore, plus de contrôle de ce que font les gens, des responsabilités, tout ça. C'est-à-dire ces deux mouvements ne vont pas de pair. Alors on peut comprendre que le premier mouvement, le mouvement de l'agilité organisationnelle est une réaction finalement aux impasses d'un management très contrôlant et qui fait que les gens ne font que ce qu'on leur a dit de faire et donc ne prennent plus d'initiative. Et finalement, leur capacité de prendre des responsabilités, de s'autonomiser, etc., se réduit comme une peau de chagrin, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Mais comment tu vois, mais il y a une différence entre contrôle et transparence. Hein. Donc, plus de transparence, c'est pas quelque chose de mauvais au sein d'une entreprise. Mieux comprendre ce qui se passe et comment les choses se passent. Contrôle et transparence, c'est deux niveaux, en fait. Hein. Bien sûr, mais tout dépend de comment est utilisée la transparence. Voilà. Ouais. Mais tu peux aussi l'utiliser au sein de l'agilité.
bien sûr. La transparence va faire que, d'abord, on peut mieux tracer les choses, on peut mieux comprendre ce qui se passe, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Chacun peut être au courant de ce que fait l'autre et tout ça. Donc, il peut y avoir... la transparence peut amener des effets de synergie entre les gens. Après, tout dépend comment on s'en sert. Si on s'en sert comme un outil de contrôle, ça devient, en fait, le contrôle lui-même. La transparence devient le contrôle, l'outil du contrôle. Pour la personne qui en a besoin. Donc ça peut être aussi en fait un outil de contrôle pour une équipe agile, si elle reprend la responsabilité des données qui en ressortent. Il y a les deux choses. C'est-à-dire que c'est comme toujours, hein, l'enfer est pavé des meilleures intentions. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, si on regarde les intentions, oui. Si on regarde ensuite la réalité, ce que ça génère pour les gens, en fait, ce que ça génère n'est pas forcément conforme aux attentes. Moi, je pense qu'il y a un mouvement qui est de plus en plus fort vers la conformité, à être conforme, et en étant conforme, et en étant avec la volonté de correspondre aux attentes que la hiérarchie, le pouvoir, ceux qui font les règles, etc., ont, ou de moins qu'on imagine qu'ils ont, en se conformant, en fait, on perd plein de choses, et notamment, on perd des choses très très importantes au niveau de sa propre responsabilité, de son libre arbitre. Je pense que c'est un mouvement qui est général dans la société. Et pour moi, très souvent, on regarde disons, d'être un bon citoyen, on le regarde dans les termes d'être conforme aux normes et aux règles et aux lois sociales. Il y a un aspect qui est incontestable là-dedans. Ouais. Et en même temps, je pense que le problème, c'est pas l'obéissance, c'est pas la désobéissance. Que le vrai problème, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui devient obéissance aveugle, c'est-à-dire la surnormalisation des comportements. C'est-à-dire que les gens vont véritablement perdre leur responsabilité et ils ne vont éprouver de la responsabilité que par rapport aux règles, aux lois, aux instructions qui leur ont été données. Et là, ils vont éprouver un sens de responsabilité parce qu'ils se disent que c'est ça qui est attendu de leur chef ou du pouvoir. Et en fait, ils n'éprouvent pas, ils se déresponsabilisent par rapport à la réalité qui est en face d'eux. Donc il y a ce double mouvement qui fait que ils surnormalisent leur comportement, ils se suradaptent à l'autorité, ou du moins à ce qu'ils pensent être les attentes de l'autorité, et en même temps, ils abandonnent leur libre arbitre et leur capacité d'initiative ou de responsabilisation d'eux-mêmes. Et tu vois, finalement, la réaction des hauts managers est toujours est en ligne par rapport à ça. Les hauts managers ont fait en sorte que les gens se comportent comme il le faut, et après ils disent mais oui, mais alors ils s'adaptent pas, il n'y a plus d'agilité, il n'y a plus rien. D'une certaine manière, ce mouvement il est prévisible, quoi. C'est-à-dire que il y a la limite entre obéir aux lois et aux règles, très bien, se suradapter complètement et d'une certaine manière se soumettre, perdre son libre arbitre, ça aboutit exactement à l'inverse de ce qu'on attendrait. En fait, si je vois le mouvement agile, je ne le connais pas dans le monde entier, mais en Allemagne, par exemple, moi, je compare ce mouvement-là au mouvement des années 68. Oui. C'est très comparable. Tu as un mouvement qui se dit, on ne peut pas continuer à gérer les entreprises comme on les a gérées jusqu'à présent. Le command and control, qui existe jusqu'à présent ne fonctionne plus, et les idées qui sont mises en place avec servant leadership et tout ça, ça suffit pas pour vraiment changer en fait le principe. Et les mouvements agiles en Allemagne, ils sont plutôt, disons, ils ont beaucoup d'un côté révolutionnaire.
De contestation. De dire, c'est comme les années ça vient du 68, terrain, ça vient du terrain. Ah bon? Ça vient vraiment du terrain. Si ça vient du top management, c'est un vœu de responsabilisation, mais ce n'est pas un changement de système. Et les mouvements agiles en Allemagne sont très forts changement de système. Donc la première chose qu'ils disent, faut plus de managers. Donc les managers, on s'en fout, on n'en a plus besoin. Forme d'autogestion, quoi. Autogestion, holocratie, un système très, très fondé sur la base, en disant si on veut vraiment responsabiliser la base, la première chose qu'il faut faire, c'est éliminer les managers. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y aura deux systèmes qui seront en concurrence et qui ne fonctionneront pas. Et voilà, donc la question, si j'ai bien compris, c'est une question, c'est comment gérer, comment traiter le sujet de la responsabilité de l'individu au sein d'une société. Ou d'une société, disons, organisation, ou même de la société elle-même, hein, parce que tu as les deux aspects. Hein. Si tu veux, je prends un exemple qui m'est arrivé hier matin. Je ne suis pas sûr que tu vas être d'accord avec moi. Et je reçois dans ma boîte aux lettres un avis d'une lettre recommandée. D'une part, je remarquerai que le facteur n'a pas cherché à me donner en main propre. Elle a mis directement dans la boîte aux lettres. Et donc, je dois aller chercher ma lettre recommandée. Ça m'est arrivé des centaines et des centaines de fois. Et puis, j'habite dans le même village depuis 40 ans. Donc, les gens à la poste me connaissent normalement, s'il reste un peu de temps et tout ça. Et la lettre recommandée était au nom de mon entreprise. Bon, ils ont les papiers de l'entreprise. Du moins, ils les ont depuis au moins 30 ans, sinon plus. Et évidemment, ils ont dû se perdre, ces papiers, depuis le temps qu'ils les ont. J'arrive là-bas et en fait, les deux personnes qui étaient au guichet, je ne les connaissais pas, c'était des gens jeunes. Et finalement, je m'adresse à un garçon qui, en apparence, devait avoir, je sais pas, entre 20 et 25 ans. Peut-être qu'il avait 22 ans. Et alors, je lui donne l'avis du recommandé, je lui donne ma carte d'identité, je lui dis, voilà, je voudrais retirer la lettre. Et il regarde, il cherche, et il me dit, mais est-ce que vous avez le cabis de vos sociétés, c'est-à-dire le papier officiel qui dit l'enregistrement au registre du commerce? Non, je n'ai pas le cabis. D'abord, vous l'avez, parce que je l'ai apporté, mais il y a sans doute une trentaine d'années, je l'ai apporté, c'est toujours la même société, et je suis toujours à diriger cette société. Et il me dit, s'il n'y a pas le cabis, je ne peux pas vous la donner. Je lui dis, mais attendez, vous voyez bien que j'ai l'habitude de venir ici. Bon, j'ai mis en place ça, sans doute vous n'étiez pas né, mais c'est pas votre faute. Mais j'ai l'habitude de venir là, je vous montre ma carte d'identité. Très souvent, j'ai même pas à la montrer parce que les gens me connaissent ici. Là, vous êtes deux personnes nouvelles, vous me connaissez pas, mais vous voulez pas me donner la lettre. Non seulement on me rend pas le service personnalisé parce qu'on me met le truc dans la boîte au lieu de me le remettre en main propre, la lettre en main propre, ce qui normalement devrait être le cas. Bon, ok, je viens le chercher. Et ensuite, vous voulez me donner que j'ai des preuves que ma société existe et que je suis bien le directeur de la société. J'ai dit, mais c'est fou pour une lettre recommandée. C'est-à-dire que vous ne traitez pas la réalité, vous traitez la règle. C'est-à-dire que vous cherchez à vous mettre en conformité par rapport à la règle, vous pensez à vous et vous ne pensez pas à moi. Et vous ne me rendez pas le service. En fait, là, je suis pas de ton avis. Oui, en fait, le problème, c'est le service pour qui? Pour toi ou pour celui qui a donné la lettre recommandée? Parce que celui qui a mis cette lettre en recommandé a une raison de le faire. Donc lui doit être assuré, pas toi. Donc en fait, il donne le service à la personne qui a voulu que ce soit en lettre recommandée pour être sûr que ce soit légal jusqu'à la fin et qui n'a pas un problème de la personne qui l'envoie jusqu'à la personne qui la reçoit. Donc ça, c'est un système où il faut penser qui est le client. Et qui est le client? Je pense que les deux sont les clients parce qu'une lettre recommandée ne dit pas qu'il y a eu un délit. On ne le sait pas. Mais comme on ne le sait pas, ça pourrait être aussi un délit. Donc en fait, le client, c'est celui qui donne la lettre recommandée, pas celui qui la reçoit. Bon, lui, il a les moyens de noter ma carte d'identité, tout, il sait à qui il a remis, etc. Et en plus, moi, je pense qu'il ne traite pas la réalité. Il y a un déni de réalité dans cette histoire-là.
et de conformité. C'est-à-dire qu'il y a une surobéissance. Et le problème, c'est pas c'est pas le fait qu'il pourrait désobéir à la règle. C'est que quand il voit que la règle, devient absurde. Il ne le sait pas. Mais il le sait pas, il réfléchit pas. Il ne peut pas réfléchir. Et il devrait réfléchir parce que il devrait réfléchir en fonction même du rapport qu'il a avec la personne. En fait, il traite sa règle. L'interlocuteur n'est plus une personne, il devient un objet de celui qui vient de sortir le truc. Ça n'est plus une personne. Le fait que je vienne au même bureau de poste depuis 40 ans, qu'ils aient eu mes papiers ou n'importe quoi, il n'a même pas cherché à chercher les papiers. En fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il essaie de trouver une solution qui marche? Et lui, comme expert, aurait peut-être une façon de trouver ces données sur Internet ou quoi que ce soit. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas... Finalement, c'est se couvrir. Lui, tout ce qu'il cherche à se couvrir, et il est dans son cadre, il est couvert dans son cadre, il utilise les règles pour sa propre gouverne, et il est centré sur lui-même. Correct. Et le gars qui est en face de lui ne compte pas. Et typiquement, un expert comme il l'est, parce que lui, c'est l'expert, devrait commencer à réfléchir s'il n'y a pas une solution. Et la solution ne serait peut-être pas de juste accepter la carte de crédit, mais d'aller sur Google dans le système où ces données sont marquées. Il a sûrement un accès à des systèmes où ça pourrait ressortir. C'est possible. Et c'est ça. Donc, est-ce que je reste enfermé dans ma petite cage ou est-ce que je cherche à aider? Mais il ne cherche pas à aider. La personne qui était en face de lui ne le concerne pas. Voilà. Oui, mais ça, donc on revient à des trucs fondamentaux, hein. C'est-à-dire, est-ce que je considère la personne, l'individu que j'ai en face de moi, comme une personne, avec ses besoins, ses contraintes, etc. Parce que c'est absolument aberrant de me dire, mais je ne peux pas vous le donner, vous allez chercher votre registre de commerce. Un problème. Ça veut dire que pour une lettre, qui est sans doute anodine, on ne le sait pas. Bon, on le sait pas. Moi non plus, je ne sais pas, puisque j'ai pas la lettre. Mais par contre, j'ai le ticket, hein. J'ai le reçu, il est là. Hein. C'est celui-là. Et bon, pour ce truc qui est vraiment qu'on reçoit une fois par semaine, et la plupart du temps, c'est quelque chose de complètement anodin. En fait, je peux pas l'avoir. Je sais pas ce qu'il y a parce que il faut que j'aille. Bon, évidemment, en plus aux horaires qui sont limités de la Poste, mais bon, ça c'est un autre problème. Et en plus, il me demande un papier officiel que je dois avoir. Bon, c'est un petit exemple, mais je prends cet exemple parce qu'il m'est arrivé hier matin. Mais je pense que de plus en plus, on rencontre ça dans la société, c'est-à-dire des interlocuteurs qui sont censés te rendre un service, qui en fait ne sont pas là pour te rendre un service, qui sont là pour se conformer à des règles, à des instructions qu'on leur a données, et qui, au lieu de te rendre le service, font un simulacre de service. Alors, il y a l'exemple de la Poste, tu vois, tu le contestes. Hein, il y a un exemple généralisé, c'est les centres d'appel. Les centres d'appel permettent aux entreprises de gérer leurs clients et de leur répondre sans leur rendre de service. En gros, c'est ça, hein, le centre d'appel. Ça trie les clients et ça permet... Les gens qui sont dans le centre d'appel, ils ont une responsabilité. Il faut qu'ils soient aimables, qu'ils restent aimables en face de clients qui vont devenir de plus en plus agressifs au fur et à mesure de la conversation, parce que justement, la personne n'a pas les moyens de traiter le problème. Elle ne peut pas faire référence à se connecter avec des gens qui sont leurs chefs ou n'importe quoi. C'est impossible. Ils doivent simplement... Ils ont une checklist et ils appliquent leur checklist le plus poliment possible et en essayant de garder le contrôle d'eux-mêmes en face de personnes qui vont devenir incorrectes vis-à-vis d'eux. Et et qu'est-ce que ça fait? Ça permet de quoi faire? En fait, ça permet que personne n'est responsable dans l'histoire. En fait, tu sais, Robert, il y a des années où j'étais un gros fan de rôle. Tu vois, le facteur, je suis obligé de m'interrompre, tu vois, cette fois le facteur vient. Allez, vas-y.